Salut à toi depuis mon lit. Je suis Leslie et je te fais découvrir les livres et les carnets autrement. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux femmes dans une production littéraire. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique de la fantasy jeunesse. Tu l'as lu dans le titre, Harry Potter. Nous allons nous pencher sur la représentation de la femme dans les livres de J.K. Rowling et nous interroger si elle est variée ou non, si elle semble véridique ou simplement traversée, comme souvent, par la vision de la romancière. Qui, grosse folie, est une femme, ce qui a pu, ça a influencé. Je vais débuter mon analyse en partant de la base, à savoir la représentation classique de la femme dans la société occidentale, avec quelques exemples. Une fille, ça doit être sensible, jolie, douce, bref, des qualités, mais pas dans la force. Et des qualités de cœur, mais pas trop d'héroïsme non plus. Celles qui me viennent naturellement à l'esprit sont Cho Chang, les sœurs Parvati et Padma Patil, Lavande Brown, Anna Abbott, Fleur de la Cour et Andromeda Tonks. Bien sûr, je vais nuancer. Si de prime abord, les filles que j'ai citées sont décrites comme naïves, on repense aux cours de divination, ou alors décrites selon leurs intérêts par rapport à leur homologue masculin, elles dépassent leur rôle de second plan, assez plan-plan, pour avoir de vraies personnalités. Commençons par Cho. Cho apparaît comme pleurnicharde dans l'ordre du Phénix, mais elle est logiquement affectée avec la mort de Cédric dans le tome précédent. Et avant ce tragique décès, elle est l'attrapeuse des serres d'aigle, soit l'égale du héros dans les matchs. Face à une Molly inquiète, Fleur se révoltera de son côté. Elle aime Bill malgré ses blessures, car elle voit au-delà du physique. Preuve qu'elle n'est pas qu'une semi-vélane, manipulant par ses charmes. Mais il y a une sorcière accomplie, championne de son école. Enfin, je soulignerai la mère de Tonks, qui apparaît comme une parière dans les livres. Comme Sirius, car elle a osé épouser un moldu. Certes, c'est un choix par amour, mais au moins, c'est un choix audacieux. Vient alors le love interest de notre cher Harry, à savoir Ginevra Weasley. Ginny est la fangirl typique qui rencontre son héros très jeune et qui tombe naturellement amoureux de lui. Si au final elle finit bien avec lui, ce n'est pas sans une certaine maturité et progression. Mais où est donc passée la gamine qui se fait manipuler par Tom Shazer dans le tome 2 ? Elle a tout bonnement disparu au fil des livres, laissant place à une femme accomplie. Ou même ses frères redoutent les sorts de Chauffe-Furie. C'est aussi une attrapeuse et une future grande joueuse de Quidditch, qui a eu de très bons conseils auprès d'Harry. Enfin, aux côtés de Neville et Luna, c'est elle qui assure la révolte à Poudlard dans le dernier tome. C'est par elle que j'introduirai les femmes guerrières dans l'univers de la saga. Pas dans le sens où elles sont pro du combat, mais dans celui où elles peuvent se défendre elles-mêmes et ne rechignent pas devant les difficultés, ni devant les préjugés des hommes. Nous avons évoqué Ginny, mais Hermione rentre tout à fait dans cette catégorie. Plutôt dans ses bouquins à l'origine, c'est grâce à eux ensuite qu'elle excelle dans la pratique. Harry n'aurait pas survécu un livre entier sans elle, on le sait tous. Hermione ne se laisse jamais faire devant les remarques de Ron, de Drago et même de Harry. Bien que ce dernier soit plus prudent et méfiant, connaissant son ami. Je voulais également citer Minerva McGonagall, qui est une figure professorale respectée, mi-crainte, mi-admirée, tant elle est sage et douée. C'est une sorte de pendant à Dumbledore qui est plus foufou et mystérieux. Et mauvais. Hermione et Magos sont un peu un miroir enfant-adulte, car étant toutes les deux courageuses, combattantes et honorables, de vrais Gryffondors. Je citerai d'ailleurs les trois poursuiveuses des Rouges et Or, Katy Bell, Angenia Johnson, qui deviendra capitaine de l'équipe en 95-96 avant Harry, et Alicia Spinnet. Toutes les trois jouent avec aisance et force dans un sport mix, ce qui est important à souligner. De plus, elles participent activement à l'armée de Dumbledore comme à la bataille de Poudlard de 98. Revenant même à l'école dans cet ultime but. Bref, courageuse. En courageuse mais non à Gryffondor, on pourrait citer aisément Nymphadora Tonks. Aurore est membre de l'ordre du Phénix. Elle a de l'humour, de la répartie et ne se laisse pas faire. Malgré ses histoires d'amour avec Sirius et Remus, cela ne la définit pas en premier lieu. On retiendra surtout qu'elle fait rire la galerie en étant métamorphomage. Ainsi, elle apporte tout l'aspect magique au personnage, mais également la figure de la femme différente. Tonks aime la différence et le revendique. Elle n'est pas la seule. On pensera évidemment à Luna Lovegood, qui est, malgré elle, lunaire et qui a des hobbies très étranges. C'est par ce personnage que la romancière évoque le plus l'acceptation de la différence. Ce n'est peut-être qu'un avis personnel, mais voir et lire ce que Luna a peint au plafond sur l'amitié dans le dernier tome m'a énormément touchée. Elle est différente car dans la lune, son nom le prouve bien, mais elle a des valeurs, et de belles valeurs. Elle est respectable dans sa différence, et brille par sa loyauté, en plus de sa sagesse et de son imagination. C'est une serre d'aigle qui prouve l'importance de l'originalité dans sa maison. Je pourrais également citer les professeurs Pomona Chourave et Sibylle Trelawney,
qui, à leur façon, elles aussi, ont prouvé l'importance de la différence. Cette dernière est prise pour une fausse voyante, avec des attitudes étranges, même chez les sorciers. Pourtant, elle a tout prophétisé. Elle reste un personnage attachant et important pour la saga. Il y a donc plusieurs femmes aux allures folles dans Harry Potter. Et certaines le sont bel et bien. Vous vous en doutez, passant Bellatrix Lestrange. Folle amoureuse assassinique de Voldemort, sadique au possible, ayant une foi absolue dans le mal, la différence est parfois du mauvais. Bellatrix représente une méchante souvent aimée par les fans, car elle a un pet au casque qui la rend envoûtante. On aimerait bien savoir comment elle est devenue ainsi et comment elle a fait sa rencontre décisive avec vous savez qui. Tu as 3 choix, J.K. Écrire sur cette époque, écrire sur les maraudeurs, écrire sur les fondateurs. C'est tout. Au lieu d'écrire des fanfictions après là, on s'en fout. Mais il y a des méchants dans HP à qui l'on ne pardonne pas. Pansy Parkinson est juste un cliché de peste qui, même en étant au bras de Drago dans le bal du tome 4, ne finit même pas avec. Elle est horrible avec Hermione en particulier, vraiment perfide avec Harry, et ne semble faire tout cela que pour exister aux yeux de Drago. Elle n'a pas de substance intéressante. Elle est tellement horrible qu'elle enjoint les autres Serpentards à vendre Harry à Voldemort dans le dernier tome. Ce qui a été très mal compris dans les films, car tous les Serpentards sont envoyés dans les cachots. Une sorte pure, pourtant sans race. Mais il y a pire évidemment dans la putasserie, et elle se couvre de rose. Vous l'avez vu à des kilomètres, il s'agit de Dolores Ombrage. Plus détestée par les fans que Lord Voldemort lui-même, elle est le sadisme pur et simple. La volonté de pouvoir, sans même de parti logique. Pas qu'on justifie les côtés nazis de Voldyck, mais... Elle est une mauvaise fille et sœur, rejetant tout lien avec son frère Crackmoll et criant sur tous les toits qu'elle est sang pur, alors que non. Elle est une mauvaise professeure, ne respectant même pas le programme de défense contre les forces du mal. Flagrant à outrance au ministère, son ambition s'élève de plus en plus, et elle semble vouloir devenir directrice à la place du directeur avec aisance, encourageant la délation et les sévices physiques. Quand Voldemort contrôlera finalement le ministère, elle s'occupera de juger sans procès les nés moldus, et beaucoup seront envoyés à Azkaban. Ce qui l'aide bien au moins, c'est qu'il y a une justice. Après avoir été attaquée à juste titre par des centaures, elle sera envoyée beaucoup plus tard à Azkaban. Et pour toujours, on l'espère. Bien méchante, comme Alecto Caro, la mange-mort et professeure des forces du mal dans le dernier tome, et il y a méchante, comme Narcissa Malfoy. Sans pure se sentant supérieure, Serpentard ambitieuse, épouse d'un mange-mort Lucius Malfoy, c'était plutôt mal parti pour elle, pour être un perso féminin avec des nuances bien et mal. Mais voilà, c'est une mère. Et pour sauver Drago, elle est prête à tout, même à faire un serment inviolable avec Rogue. Mais c'est plus tard, dans les reliques de la mort, qu'elle a sa vraie évolution. Mais pas tout de suite, parce qu'elle est entourée de mange-morts et surtout de sa timbrée sœur, Bellatrix. Ce sera elle qui mentira à Voldemort en disant qu'Harry est mort, alors que c'est faux. Et tout ça pourquoi ? Pour sauver son fils Drago. En effet, ce dernier est en vie, et c'est Harry qui lui a dit. En sachant son fils en vie, elle trahit ses idéaux de supériorité. Et c'est là qu'apparaît le trope féminin le plus important dans la société, à savoir la mère. Et cette place, elle n'est pas du tout négligeable pour l'auteur. Très proche de sa génitrice, partie trop tôt, J.K. a une vision assez idéalisée de l'instinct maternel. Et cela se ressent beaucoup dans les HP. Face à Narcissa, il y a Molly Weasley, le cliché de la mère au foyer en premier lieu, qui pourtant se révèle une sorcière très douée, qui botte des culs, notamment celui de Béatrix, quand on s'en prend à des enfants, surtout aux siens. La mère Rouquine est décrite comme douée pour les sorts ménagers, fan de chanteuses ringardes, et semble avoir des préjugés sur pas mal de choses. On pense à Fleur, on pense à la relation d'Harry et Hermione dans le tome 4, elle est très influençable par rapport aux journaux. Mais même si elle est sans pure, elle est honnête et humble, loin des Malfoy. C'est également le pendant avec Arthur Weasley, des parents gentils, en opposition aux Dursley. Et comment ne pas finir par la plus importante mère de l'histoire, même si elle est déjà morte quand on commence les livres, j'ai nommé évidemment Lily Evans Potter. Bonne élève qui a de la répartie, courageuse Gryffondor, et membre du premier ordre de l'ordre du Phénix, c'est une sorcière brillante qui a une magie plus forte que celle des baguettes, le pouvoir de l'amour. Cela fait très bien, mais c'est décrit ainsi dans les livres. C'est grâce à l'amour maternel que Harry survit face à l'Avada Kedavra de vous savez qui, et même face à Quirrell dans le tome 1. Dans toute la saga, l'amour est mis au-dessus de la force. C'est un pouvoir à part entière. C'est parce que Harry est aimé qu'il a gagné. Et c'est parce que Voldemort ne peut pas aimer, étant né d'un filtre d'amour, qu'il est perdant d'avance. Je me suis concentrée sur les sorcières, mais laissons un petit encart pour une moldue, à savoir Pétunia Dursley. Elle se caractérise par sa banalité dans son rôle sociétal. La tante qui s'avère méchante, mais également une mère aimante et une sœur attristée d'avoir perdu si tôt un être cher.
On peut donc conclure qu'aucun personnage n'est sans nuance. Et être un personnage féminin dans les Harry Potter n'enlève rien à leur personnalité, à leurs envies, à leurs motivations. Au contraire, la fresque peinte par J.K. Rowling est variée, nuancée. Elle mêle des valeurs de cœur, mais aussi de force. Une présentation moins genrée qu'on pourrait le craindre. Mis à part le trope de la mère, Harry a eu 4 modèles maternels, le modèle de la putain et de la vierge n'existe pas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que tu as découvert quelque chose, au moins réviser tes classiques. Je te dis à très vite et n'oublie pas, laisse ton lit.